Ces images ont été filmées dans la capitale du Cambodge, en mars 1978. Depuis que le pays est tombé aux mains des Khmers rouges, il y a presque 3 ans, Phnom Penh est devenue une ville fantôme. Jusqu'en avril 1975, près de 2 millions de personnes vivaient ici. En 3 jours, tout le monde a été chassé de la capitale par les Khmers rouges. Personne n'a été autorisé à y revenir. Là, c'est l'ancienne banque centrale du pays. Il n'y a plus de banque au Cambodge. L'argent a été supprimé, remplacé par le troc. Plus de salles de cinéma non plus. Tous les commerces sont interdits. Les Khmers rouges ont fait table rase du passé. Et le régime de terreur de Pol Pot, leur dirigeant que l'on voit là, interviewé, sombre dans une folie meurtrière. En à peine 4 ans de pouvoir, le bilan est de plus de 1,5 million de morts sur 7 millions d'habitants. Depuis le mois d'avril 1975, le Cambodge est totalement isolé du monde. Les frontières avec ses 3 proches voisins, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, sont fermées. Seule la Chine communiste lui apporte son soutien politique, militaire et économique. À Phnom Penh comme ailleurs, il n'y a plus de cinéma, et pourtant les Khmers rouges tournent des films de propagande comme celui-ci. Des films destinés à vanter les mérites de leur régime. Mais à quel public sont destinées ces mises en scène? Et qui les a réalisées? Bien que la censure n'ait cessé de contrôler la fabrication de ces images, peut-on aujourd'hui y déceler des indices, des preuves de la folie meurtrière du régime Khmer rouge? Ce film, par exemple, a été tourné dans le nord-ouest du pays. Sur l'ensemble du territoire, hommes, femmes et même des enfants sont contraints aux travaux forcés. Ici, ils travaillent à un vaste projet d'irrigation. Tous les jours, chacun doit transporter 1 mètre cube, soit 1,5 tonnes de terre. En cas de punition, la charge peut passer à 3 mètres cubes. Un refus d'obéissance est un acte de trahison de l'organisation qui dirige le pays. On l'appelle Angkar. Et trahir l'Angkar conduit à la mort. Interdiction de parler sur ces chantiers. Tout le monde travaille en silence. Chaque unité est composée de 3 personnes, avec un responsable qui fait office de mouchard. Les chefs sont recrutés parmi les gens de la campagne, ceux que l'Angkar appelle le peuple ancien. Ils ont droit à des petits privilèges, comme lui peut-être, car c'est devenu un luxe de fumer une cigarette et de porter une chemise avec des poches à boutons. Quant aux Cambodgiens qui habitaient en ville, c'est le peuple nouveau, le peuple que l'Angkar a décidé de rééduquer, sinon d'éliminer. On les reconnaît à leur tenue claire, à leur chemisette de citadins. Ces deux-là, par exemple, ils viennent peut-être de Phnom Penh. Comme lui aussi, ils ont pour seul vêtement ceux qu'ils portaient quand ils ont été chassés de leur ville. Certains, comme on le voit là, portent encore des tongs aux pieds. C'est la preuve que ces images ont été faites dans les premiers mois du régime. Après, les tongs étaient trop usés et tout le monde marchait pieds nus. Ou portait des sandales en pneus, comme celle-ci, fournie par l'Angkar, avec une chemise sombre à manches longues et le krama, le foulard traditionnel. Là, ce sont des images tournées en couleur à Phnom Penh, au stade olympique, construit une 12aine d'années plus tôt sous le règne du prince Sihanouk. C'est au cœur de la capitale, vidée de sa population, que se tiennent les grandes réunions du régime. Ces cadres de la nouvelle administration viennent d'arriver de tout le pays. Ils ont été choisis parmi le peuple ancien. Beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Dans la salle,
il n'y a pour décor que des banderoles comme celle-ci. Ou celle-là. Vive l'armée révolutionnaire du Kampuchéa démocratique, vaillante et grandiose. Le Kampuchéa démocratique est le nouveau nom donné au Cambodge par le régime. Comme on peut le remarquer, personne dans l'assistance ne porte de lunettes. Dans cette nouvelle société, porter des lunettes, avoir une montre, garder des photos personnelles, peuvent être un signe de trahison de l'idéal révolutionnaire et mener à la mort. Langkar décide du travail et de la vie privée de chacun, même des mariages. Celui qui prend la parole ne dit plus « je », mais « nous ». On ne dit plus « merci »,« pardon »,« s'il vous plaît ». Entrent maintenant en scène les plus hauts responsables politiques et militaires du pays. Ils arrivent ensemble, dans un ordre hiérarchique très précis, et tous vêtus du même uniforme noir, avec l'écharpe à carreaux qui représente le peuple ancien. Revoyons ça. En tête, Pol Pot, dit frère numéro 1. Tiens, Pol Pot, lui, il porte une montre. Puis Nong Chea, le frère numéro 2. Les Khmers rouges sont des communistes. Dans les années 1960, ils ont pris le maquis pour entrer en résistance armée contre les régimes du prince Sihanouk, puis du maréchal Lon Nol. Peu à peu, leur pouvoir s'est étendu à l'ensemble du territoire, jusqu'à la prise de la capitale, le 17 avril 1975. Quand les dirigeants entrent en scène, sous les applaudissements des cadres, les cinéastes ajoutent de la lumière pour que l'on soit sûr de bien les voir. Cette réunion est filmée pour montrer jusque dans les campagnes que le parti est unanime, discipliné et militairement organisé. Voilà encore des images tournées au stade olympique de Phnom Penh. Les armes que portent ces jeunes combattantes sont des kalachnikovs. Ces fusils d'assaut soviétiques ont été livrés par la Chine. En revanche, ces camions ne sont ni chinois ni soviétiques. C'est du matériel américain fourni par les États-Unis au maréchal Lon Nol et récupéré par les Khmers rouges après leur victoire. Cette fois, l'immense esplanade du stade est utilisée pour un grand défilé militaire. À part plusieurs hauts cadres du parti, à l'évidence, il n'y a pas de public. Les blindés qui passent au loin sont eux aussi américains. Petit retour en arrière. Pas de public, mais le défilé est enregistré par plusieurs caméras. Là, c'est un opérateur qui filme. Avec celui dont nous regardons les images et celui qui court à droite pour s'approcher des blindés, cela fait au moins 3 personnes qui immortalisent la cérémonie. Ces prises de vue ont été captées le même jour, un peu plus loin. En arrière-plan, on aperçoit les toits de la pagode du Palais Royal. Nous sommes donc au cœur de la ville, dans un quartier connu quelques années plus tôt pour ses avenues très animées, très vivantes. Ces images ont été tournées à Phnom Penh en 1966 par des reporters français, lors de la visite du général de Gaulle au Cambodge. La capitale compte alors 500 à 600 000 habitants. C'est dans le tout nouveau stade olympique que le président de Gaulle est reçu en grande pompe par le dirigeant du pays, le prince Sihanouk, que l'on voit à côté de lui. En 1966, le prince Sihanouk ne veut surtout pas s'engager auprès des Américains dans leur guerre du Vietnam. Pour préserver sa neutralité, il compte sur le soutien de la France. Mais 4 ans plus tard, le prince Sihanouk est renversé par le maréchal Lon Nol et le nouveau régime, soutenu par les Américains, est entraîné dans la guerre du Vietnam. Les B-52 de l'US Air Force bombardent l'est du pays pour chasser les forces communistes nord-vietnamiennes qui s'infiltrent au Cambodge. Jusqu'en 1973, plus de 2,5 millions de tonnes de bombes sont déversées le long de la frontière avec le Vietnam, puis sur l'ensemble du territoire. C'est dans les régions les plus touchées
dévastés, que les Khmers rouges recrutent souvent leurs troupes. Ces images ont été tournées par les forces américaines, tout près de la frontière. Pendant toute cette période, elles ont organisé des déplacements de populations locales pour les réinstaller loin des zones de combat. De nombreux Cambodgiens fuient les campagnes pour se réfugier dans la capitale. En avril 1975, les Khmers rouges prendront comme prétexte la menace de bombardement américain pour vider Phnom Penh de toute sa population. Revenons à des images de propagande Khmer rouge tournées sur un autre chantier. On se croirait dans un film de fiction, avec des milliers de figurants. Tout le monde a l'air pressé de rejoindre son poste de travail. Revoyons ça. La caméra était judicieusement placée un peu en hauteur pour que l'on puisse voir loin et donner un effet de masse. En regardant ces images, il est difficile d'imaginer que partout dans le pays, le travail est forcé, qu'il règne un climat de terreur et que la famine fait des ravages. Un instant. À l'évidence, pour ces prises de vue de près, la figuration était choisie. Comme on peut le remarquer, ces ouvrières font même des sourires. La caméra est encore une fois placée bien en hauteur. Là, sur la partie supérieure des poteaux, on devine deux grands tubes de néon. Pourquoi des néons? Pour éclairer les chantiers. Souvent, les mêmes personnes y travaillaient depuis l'aube jusque tard dans la nuit. Une façon de mener le travail plus vite, dont Langkar devait être fier, car la propagande en a fait des images. Comme on peut le remarquer, les figurants ne portent pas de chemise ou de pantalons clairs de citadins, mais des tenues sombres de l'ancien peuple. Et ni leurs gestes, ni l'état de leurs vêtements, ni leurs expressions ne montrent des ouvriers épuisés par 18 à 20 heures de travail par jour. Revenons aux images de jour avec les néons en haut des poteaux. Sur la droite, on voit apparaître un cours d'eau avec une embarcation. Une caméra a filmé exactement au même endroit en noir et blanc. Certainement plus tard, car il y a maintenant un pont. Le point de vue a dû plaire aux cinéastes de la propagande, mais cette fois l'opérateur est un peu débutant. Sur ces images, on peut voir que des fils électriques traversent le chantier. Ils étaient utilisés pour l'éclairage, mais aussi pour alimenter des haut-parleurs et diffuser des chants patriotiques comme celui-ci. Réécoutons ça, avec la traduction des paroles. Les jours de repos, il arrive que des films comme celui-là soient montrés le soir sur des draps blancs. Ces images, elles aussi très mises en scène, ont été tournées dans un centre de formation pour les adolescents, considérés par Langkar comme les plus méritants. Écoutons le commentaire original du film. Autre exemple de mise en scène destiné à vanter les efforts de Langkar pour la santé des petits. Comme on peut le remarquer,
les mamans en visite dans cet hôpital portent toutes le même uniforme noir des Khmers rouges. Revoyons ça. Et les petits portent tous exactement le même pyjama à carreaux. Ces films sont tournés avec des caméras, des éclairages, des micros, tout un matériel fourni par la Chine. Pour qu'ils puissent être montrés partout dans le pays, des adolescents sont formés au métier de projectionniste. Celui que l'on voit là est certainement un privilégié. L'immense majorité d'entre eux a été envoyée comme les adultes pour travailler sur des chantiers. Et ils commencent parfois très jeunes. Regardez, là, l'enfant qui s'éloigne, avec son balancier à l'épaule. Quel âge a-t-il? 5 ans, 6 ans, peut-être un peu plus. Encore une fois, pour ceux que l'on voit en avant-plan. Pas de honte à faire des images de ces très jeunes enfants. Bien au contraire. Les montrer au travail est un motif de fierté. Ces enfants ne vivent pas avec leurs parents. Il leur est interdit d'utiliser les mots de papa ou de maman. Il faut dire oncle, tante. En grandissant, le régime fait de certains d'entre eux les surveillants les plus dévoués et aussi ceux que les adultes craignent le plus. Lui, par exemple. Sa tenue, son attitude sont typiques de ces très jeunes chefs qui avaient pouvoir de vie et de mort sur les adultes. Le but de ce film est de montrer que le pays cultive plus de riz que jamais. En vérité, c'est un désastre. La production s'effondre à cause du manque de motivation et de l'épuisement des paysans. Ces sacs de riz vont probablement être envoyés en Chine. Le grand voisin apporte son soutien, mais il vide le Cambodge de ses matières premières. Parmi les images de la propagande Khmer rouge, celles-ci ont été pensées et mises en scène par Pol Pot lui-même dans les derniers mois de l'année 1978. Pol Pot voulait que soit tourné un film avec acteurs et figurants pour raconter au peuple ses premières victoires à la fin des années 1960. Cette scène, pas très bien filmée et interprétée par des acteurs, disons, très débutants, tente de montrer comment, avec l'aide des tribus, Pol Pot a réussi à mettre en déroute les troupes gouvernementales du maréchal Lon Nol. Dans le nord-est du pays, une région à 300-400 km de Phnom Penh. Ces images sont restées à l'état de roche car peu de temps après leur enregistrement, Pol Pot et les Khmers rouges ont perdu le pouvoir. Pol Pot avait donné des indications précises pour le tournage. Beaucoup de scènes comme celle-ci ont été faites et nécessairement refaites. Pas facile de dissimuler une flèche et de donner l'impression qu'elle vient de vous atteindre. Quant aux tireurs à l'arbalète, ils jouent leur propre rôle. Ce sont des hommes des tribus qui vivent dans les forêts de l'Est cambodgien. Les flèches, habituellement utilisées pour la chasse, sont empoisonnées avec une décoction préparée dans des marmites comme celle que l'on voit là. Curieusement, celles qui fabriquent les armes ne sont pas des filles des tribus. Pol Pot a exigé que leur rôle soit tenu par des jeunes Khmers rouges méritantes. D'ailleurs, elles portent bien l'uniforme imposé par l'Angkar. Voilà maintenant des images d'une visite de Pol Pot dans une plantation d'EVA. Elles ont été tournées dans la même région, c'est-à-dire assez près de la frontière vietnamienne. Officiellement, c'est comme délégué des ouvriers des plantations d'EVA que Pol Pot a été élu à la tête du pays. Pol Pot n'a jamais travaillé dans une plantation, comme il n'a jamais été bonze, contrairement à ses affirmations. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été professeur de français et que son vrai nom, c'est Salot Sar. Mais jusqu'en 1976, presque personne ne savait qui se cachait sous le nom de Pol Pot. C'était un secret. Le régime a aussi le culte du secret et l'obsession de la trahison. Pol Pot se déplace toujours sous haute protection. Un instant.
Là, au fond, il y a un homme en armes qui passe. Il y en a même deux. Au plus haut de la hiérarchie, tout le monde se sourit, mais personne ne se fait confiance. Depuis que Pol Pot est au pouvoir, beaucoup de têtes sont déjà tombées. Lors d'une réunion du parti, au stade olympique à Phnom Penh, en 1976, la caméra a filmé un geste dont elle n'aurait jamais dû être le témoin. Pol Pot et ceux qui le suivent sont attendus par d'autres hauts responsables. Le plus à droite dans l'image, c'est Koy Toon, un modéré au sein du parti. Voilà Pol Pot, qui vient lui serrer la main. Pol Pot est suivi par... Revoyons ça, image par image. Regardez, le frère numéro 2 refuse de lui serrer les mains, mais il le regarde avec une espèce de sourire. On dirait presque un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le frère numéro 2 va faire arrêter Koy Toon, qui sera torturé et détruit. Sa famille aussi sera torturée et détruite. Détruire est le mot que l'Ankar utilise pour dire éliminer, tuer, assassiner. Pol Pot et ses proches voient des traîtres partout. Face à la menace grandissante d'une guerre avec le Vietnam, l'obsession des trahisons au sein du parti va conduire à multiplier les arrestations. Une hécatombe. Pendant les années Khmer Rouge, les visites de hauts responsables étrangers n'ont pas été fréquentes. En décembre 1977, le prince Souphanouvong, président du Laos, est très attendu. Le voilà qui descend de son avion. Il vient à Phnom Penh pour servir de médiateur entre le Cambodge et le Vietnam. Les plus hauts dirigeants Khmer Rouge sont là pour l'accueillir. Mais pas Pol Pot. Les efforts du président du Laos seront vains. Pol Pot veut la guerre. Il va même faire arrêter les moins belliqueux, comme le ministre de la Communication, Mey Plang, que l'on voit de dos faire l'accolade avec le président du Laos. Et le ministre de l'Industrie, Cheng Han aussi. Ils seront tous les deux torturés et détruits. Un an plus tard, le Vietnam lance sa grande offensive. Phnom Penh tombe début janvier 1979. Et c'est dans la région de Pai Lin, près de la frontière thaïlandaise, que Pol Pot et ses derniers fidèles vont trouver refuge et continuer à s'entretuer. Revenons aux images d'une arrivée au stade olympique que nous avons déjà vue. Sur les 9 premiers hauts responsables que l'on voit applaudir et sourire, 6 seront détruits, pendant les années de pouvoir Khmer Rouge et même après. Koy Toon et Nay Saran en 1977. Sopim disparaîtra en 1978. Van Vet aussi. 20 ans plus tard, dans le maquis, en 1997, Sang Sen et sa famille seront assassinés sur ordre de Pol Pot. Et enfin, Pol Pot sera arrêté et condamné par Moc, l'un de ses compagnons d'armes. Il mourra pendant sa détention en avril 1998. La seule, l'unique fois qu'une caméra occidentale a filmé Pol Pot au pouvoir. C'était le 18 mars 1978. Ce jour-là, Pol Pot tentait une opération de charme vers le monde extérieur et donnait une interview à une équipe de télévision étrangère. Il a choisi la télévision yougoslave. C'est un scoop. Les images de ce tyran, à l'air si affable, vont faire le tour du monde. Les reporters de ce pays communiste, considérés comme amis, sont même autorisés à filmer les rues désertes de Phnom Penh. Image stupéfiante. Dans son interview, Pol Pot leur a expliqué que c'est uniquement pour le bien du peuple khmer qu'il a fait évacuer la ville. Ces images, de salles de cinéma fermées, vont longtemps laisser penser que toute production et diffusion de films ont été bannies au Cambodge. Erreur. Le régime a réalisé des dizaines de films. Et pendant que ce reportage était tourné sous haute surveillance, le nombre de victimes du régime Khmer Rouge continuait à augmenter. En l'espace de 4 ans,
plus d'1,5 million de Cambodgiens sont morts de faim, de maladie, d'épuisement ou ont été froidement exécutés.